Je pense que les visiteurs vont être, je crois, surpris d'abord par la diversité des œuvres qui sont présentées. L'exposition donc suit un parcours chronologique du XVIIe siècle au début du XXe siècle, mais au-delà, nous avons voulu montrer la constitution d'une identité culturelle européenne avec donc tout type d'œuvres, des costumes, des photographies, des sculptures, des peintures, des dessins, des relevés d'architecture. Voilà, donc c'est finalement toute la culture grecque moderne qui s'offre à nous. Le prétexte était le bicentenaire de la révolution grecque d'indépendance, fêté le 25 mars donc de l'année 1821. Alors comment expliquer, mettre en perspective un phénomène lié finalement aux premières décennies du 19e siècle. C'est intéressant de constater qu'à Athènes même, il y a une grande exposition en 1821 et qu'ils ont choisi d'autres dates, donc 50 ans avant et 50 ans après. Donc à la fois pour mettre en perspective cela. Alors nous avons pris un parti pris franco-grec, c'est-à-dire de suivre comme fil conducteur les relations entre la France et la Grèce dans la constitution de l'identité grecque moderne. C'est la raison pour laquelle on commence en 1675. Pourquoi? Parce que c'est l'envoi d'une ambassade. Louis XIV envoie un ambassadeur, le marquis de Nointel, donc auprès de la Sublime Porte, donc dans l'Empire ottoman. Son objectif c'est d'atteindre bien entendu Constantinople, Istanbul, mais il fait un arrêt en 1675 à Athènes. Donc c'est la raison pour laquelle l'exposition à Paris commence à la fin du XVIIe siècle pour voir finalement ce qu'est ces régions qui forment actuellement la Grèce et qui sont une province de l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle. Et puis nous avons finalement décidé de nous arrêter en 1919. Pourquoi 1919? Parce que là il y a un autre phénomène. Après la Première Guerre mondiale, les Grecs sont du côté des vainqueurs et le Premier ministre grec, Venizelos, négocie à Paris en 1919 de nouveaux traités pour reconnaître l'agrandissement de la Grèce. Et c'est un moment aussi où des artistes grecs exposent à Paris. Et donc un peu en miroir, 1675, nous suivons des Français en Grèce et en 1919, des Grecs à Paris. Et finalement, ça nous permet comme ça d'esquisser une trame chronologique entre la fin du XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Un nouvel État-nation est né, c'est la Grèce. Alors, ce que nous savons côté français de l'Empire ottoman, il faut imaginer, l'Empire ottoman a été à la fois un adversaire et un allié des Français, puisque la France a été cette puissance chrétienne qui a osé, à l'époque de François Ier, donc conclure un traité d'alliance avec ce qu'on appelait le Grand Turc. Donc, ce qui fait que les relations diplomatiques sont régulières entre l'Empire ottoman et la France. Et donc là, on suit l'ambassadeur envoyé par Louis XIV. Cet ambassadeur, le marquis de Nointel, donc, a voulu donner un certain faste à son ambassade. Donc il s'est entouré d'artistes, plusieurs peintres et dessinateurs l'accompagnent. Un peintre qui s'appelait Carré, un autre qui s'appelle Arnoux de Vuez, à laquelle est consacrée d'ailleurs une exposition actuellement dans le nord de la France. Et il est accompagné également de diplomates, bien entendu, de spécialistes de littérature, dont Antoine Galland, le célèbre traducteur des Mille et une nuits. Et cette ambassade, elle s'arrête à Athènes, ce qui n'est pas le cas de toutes les ambassades, et grâce à cela, donc, il commande des tableaux. Il y a un énorme tableau de la ville de Chartres qui est exposé depuis plus de 60 ans en Grèce, qui montre cette ambassade. Donc vous voyez un peu la volonté solennelle de mettre en œuvre cela, et puis il collecte des antiquités. Donc c'est à ce marquis de Nointel qu'on doit la première collection d'antiquités de Grèce. C'est intéressant de constater, nous les présentons dans l'exposition, que ce sont essentiellement des inscriptions, puisque c'est l'époque où on cherche encore et toujours à comprendre et à établir l'histoire de la civilisation grecque antique. Et donc c'est par les textes, on parle d'archéologie philologique, donc il s'agit d'abord d'écrire cette histoire. Alors cette collection, elle est passée dans les collections du roi et ensuite donc saisie à la Révolution, au musée des Monuments français, puis au musée du Louvre au début du 19e siècle. Donc pour la première fois, on présente un peu cette collection d'antiquités du marquis de Nointel. Donc très tôt, dès la fin du XVIIe siècle, des antiquités grecques arrivent donc en France. Et il faut savoir que c'est aussi donc aux peintres
aux dessinateurs qui ont accompagné le marquis de Nointel qu'on doit un document exceptionnel pour l'histoire de l'archéologie grecque, qui est exposé ici, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, qui sont donc un recueil de dessins faits par un des dessinateurs, alors qu'on appelle l'anonyme de Nointel, on ne sait pas si c'est Carré ou c'est Arnaud de Vuez, représentant donc le Parthénon. Or nous sommes en 1674-1675 et plus de 10 ans après, en 1687, le Parthénon va exploser au cours d'une guerre entre les Vénitiens et les Ottomans. Donc ce sont de très rares dessins de l'état des décors du Parthénon avant cette explosion, et donc avant la ruine du Parthénon. Aujourd'hui, c'est une source fondamentale donc de la connaissance du Parthénon avant son explosion. Alors, le deuxième ambassadeur qu'on peut suivre, un siècle après le marquis de Nointel, c'est le comte de Choiseul-Gouffier, donc, qui est envoyé comme ambassadeur par Louis XVI. Donc ça nous permet aussi d'avoir presque une photographie, si j'ose m'exprimer ainsi, de la Grèce à l'époque ottomane, à la fin du XVIIIe siècle. Alors Choiseul, en fait, avait déjà fait le voyage en Grèce dans les années 1780. Il a d'ailleurs publié un ouvrage, Le Voyage en Grèce, en 1782, et c'est un des premiers philhellènes. C'est-à-dire qu'il regrette que la Grèce ne soit pas une nation européenne indépendante, et il est un des premiers, à la fin du XVIIIe siècle, à appeler son gouvernement, le gouvernement de Louis XVI, à aider donc, la Grèce à donc, se libérer de l'occupation ottomane. Alors, il est à la suite de, de ce manifeste, hein, qui est publié à Paris en 1782, il est appelé comme ambassadeur auprès de la Sublime Porte. En allant vers Istanbul, il s'arrête à Athènes en 1788-1789. On est au tout début de la Révolution, et il est accompagné d'un personnage qui s'appelle Louis-Sébastien Fauvel, qui est dessinateur, qui va devenir archéologue, et qui va rester, lui, à Athènes pendant cette période, frappé par la Révolution, hein, parce que du coup le comte de Choiseul-Gouffier est considéré comme émigré en exil, et donc en 1792, donc, il est obligé de fuir en Russie, mais Fauvel, lui, reste à Athènes. Il va même être nommé sous l'Empire consul général de France à Athènes. Et c'est à ces deux hommes, le comte de Choiseul-Gouffier et Louis-Sébastien Fauvel, qu'on doit aussi l'exploration de l'Acropole. Donc les Français sont les premiers à fouiller sur l'Acropole. Alors il faut imaginer ce qu'est l'Acropole à la fin du XVIIIe siècle. Hein. C'est une forteresse ottomane, inaccessible, qu'on ne visite pas, puisqu'il y a à la fois le gouverneur ottoman qui y siège, et puis, depuis l'explosion de 1687 à laquelle je faisais allusion, donc le Parthénon est en ruine, et à l'intérieur a été installée d'ailleurs une petite mosquée. Et donc dans ce lieu de plus ou moins en ruine, Fauvel fait les premières fouilles, et il obtient le droit de faire mouler l'ensemble du décor du monument. Donc la France est le premier pays européen donc, à montrer donc, par le moulage, et on montre une de ces métopes du Parthénon moulé par Fauvel, et dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, donc Paris et le musée du Louvre notamment avec son atelier de moulage diffusent un peu partout dans le monde donc ces images en 3 dimensions que sont ces moulages du décor du Parthénon. Il faut savoir que les marbres du Parthénon enlevés par Lord Elgin arrivent au British Museum en 1816. Donc on est presque 20 ans avant la connaissance que les Anglais vont permettre de ces monuments. Et Fauvel a obtenu l'autorisation d'emporter ce qu'il trouve au sol. Et donc à cause de l'explosion de 1687, il trouve la 10e métope au sud du Parthénon et un fragment donc, de la frise est qui sont donc envoyés à Marseille avec la collection de Choiseul-Gouffier. Comme Choiseul-Gouffier est considéré comme un émigré, sa collection est saisie donc à Marseille en 1792, et donc les œuvres arrivent à Paris, et donc là aussi le musée du Louvre, donc bientôt musée Napoléon, en 1800 la Galerie des Antiques est le premier musée au monde à présenter des originaux du Parthénon, et vous savez que ces 2 fragments sont toujours dans les collections du Louvre. Donc la deuxième section de l'exposition est consacrée à la Révolution, donc on situe traditionnellement entre 1821 et 1832. Alors il faut se souvenir tout de même que c'est dans les années 26-27 qu'on situe le tournant de cette guerre, hein, parce qu'en effet les Grecs sont en train de perdre cette guerre en 1826-1827, parce que l'Empire ottoman veut réprimer très durement, avec des massacres de population, cette révolte qui menace l'intégrité de l'Empire. Et c'est à ce
moment-là crucial, donc pas tout de suite, hein, c'est pas en 1821 ou 22 que l'opinion européenne se mobilise, mais c'est très précisément en 1826-1827, au tournant de cette guerre. Et là, il faut imaginer donc les journaux qui s'emparent des choses, mais aussi donc une mobilisation d'intellectuels. Alors bien entendu, le premier d'entre eux, ça a été un Anglais, Lord Byron, donc qui est parti, qui est mort à Missolonghi. Alors bon, malheureusement, la légende est jolie, mais il n'est pas mort à la guerre, hein, il est mort de fièvre à Missolonghi. Mais il est arrivé en effet pour soutenir donc ce mouvement d'insurrection grecque. Et donc partout en France. Alors en France, ça a pris des dimensions particulières avec Victor Hugo, avec Berlioz, avec Chateaubriand, voilà, avec des gens qui se sont vraiment mobilisés au point que, et nous le montrons dans l'exposition, a été organisée une vente au profit donc de cette guerre en 1826 à la galerie Lebrun, avec donc des artistes, peintres, sculpteurs qui ont présenté des œuvres dont les bénéfices allaient être reversés à cette cause. Alors le plus célèbre de ces tableaux, c'est la Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, un tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est présenté à nouveau ici, je dis à nouveau parce qu'il était venu pour l'exposition de Delacroix il y a quelques années au Louvre, et qui devient presque l'image, l'icône de cette révolution. Delacroix n'est jamais allé en Grèce, mais pour autant il a réussi à cette synthèse presque émotive. Donc il faut imaginer donc, la mobilisation des artistes, mais aussi simplement de l'opinion publique. Hein. On s'est mis à vendre des almanachs, des couverts, des boîtes. On présente ici un certain nombre de ces objets assez modestes, hein, produits en France pour alimenter donc, les caisses de l'armée insurrectionnelle grecque. Et donc dans cette deuxième section consacrée donc, à la guerre de libération, j'ai voulu rappeler, remettre en contexte un autre temps, un deuxième temps de l'archéologie et de l'exploration archéologique en Grèce, après celui des consuls et des diplomates, des ambassadeurs qui traversaient la Grèce à l'époque ottomane. Finalement, donc, les armées de guerre de libération des années 1820 sont accompagnées d'exploration archéologique. Et c'est dans ce contexte qu'il faut rappeler aussi que la France fête le bicentenaire de l'arrivée en France de la Vénus de Milo. Alors, la Vénus de Milo a été trouvée en effet en 1820 et arrive à Paris et est offerte par Louis XVIII au Louvre le 1er mars 1821, c'est-à-dire la même année et le même mois donc, que le début de la guerre d'indépendance. Donc ce n'est pas anodin et ce n'est pas une coïncidence, parce que c'est en effet parce que la flotte française, la flotte militaire française était présente dans les Cyclades, puisque les tensions sont nées bien avant l'année 1821, que un officier français de la marine française se trouvait là le jour d'avril 1820, jour où un paysan a découvert dans son champ cette statue. Et il s'agit bien dans quelque sorte, d'une prise de guerre, pourrait-on dire, même si la France l'achète tout à fait officiellement, donc à ce paysan, et obtient l'autorisation, le firmament donc, du sultan pour exporter cette antiquité. Mais voilà que le grand amiral de la flotte ottomane, donc le prince Mourouzi, souhaite également s'emparer de cette statue. Donc il arrive avec une flotte de guerre, hein, donc la flotte de guerre ottomane, et donc il somme le paysan de lui céder la statue. Et c'est parce que la flotte de guerre française vient rétablir les droits de l'ambassade et de l'ambassadeur de France que la caisse a été déjà dans le navire amiral du prince Mourouzi, et il a fallu la désembarquer et la mettre donc dans un navire de guerre français, et la Vénus de Milo est ainsi arrivée donc en France. Vous voyez donc un épisode qui est vraiment lié à ces tensions et à la présence de la flotte militaire française dans ces années 1820. De la même manière, on évoque une autre expédition scientifique liée à la présence des militaires français en Grèce, l'expédition scientifique de Morée qui a eu lieu entre 1828 et 1833. Alors justement, on est toujours à ce même moment, tournant de la guerre, hein. Donc le tournant c'est 1827, la bataille de Navarin, hein. La Russie, la France et l'Angleterre décident donc de combattre aux côtés des Grecs contre les Ottomans. Et donc la France envoie un corps expéditionnaire donc, terrestre en 1828, donc avec un général, des troupes de garnison qui explorent et qui vont libérer le Péloponnèse. Donc c'est la guerre de Morée, à l'époque on appelle le Péloponnèse Morée. Et à cette occasion, un peu à l'image de l'expédition scientifique d'Égypte, les Français sont accompagnés d'une expédition scientifique, faite d'architectes, de dessinateurs, aussi de spécialistes de la faune, de naturalistes, voilà, qui ont pour ambition
l'ambition de rendre compte de tout ce qu'on peut observer en Grèce. Et donc ça a donné lieu à d'énormes publications qui sont très spectaculaires. On en présente un volume ici de cette expédition scientifique de Morée. Et à cette occasion, donc, alors, il prélève des échantillons de la faune, de la flore, et donc avec des magnifiques planches, des ouvrages dignes de l'exploration de l'Égypte de Napoléon. Et à cette occasion, donc, ils explorent donc, le site d'Olympie, notamment. Donc, voilà, et donc, les Français sont donc les premiers à faire des fouilles archéologiques à Olympie. Donc, ils sont les premiers en 1788-89 à explorer l'Acropole. Ils sont les premiers, donc en 1828-1833, à explorer le site d'Olympie. Et à cette occasion, donc, ils découvrent une partie du décor du temple donc, classique des années 460 avant Jésus-Christ. Et en remerciement pour cette expédition à la fois militaire et scientifique, puisque finalement c'est la France qui libère donc le Péloponnèse. Donc le gouvernement grec, le Sénat hellénique, offre à la France le fruit de leurs résultats, et notamment donc des marbres d'Olympie. Et présenté ici un des fragments de Métope, une tête d'Héraclès, peut-être ce qu'il y a de plus beau dans la sculpture grecque, en tout cas c'est mon goût personnel, très sobre, enfin c'est cette sculpture de style sévère des années 460 avant Jésus-Christ. Donc et là c'est un don de la Grèce à la France en remerciement de cette libération du Péloponnèse. Donc voilà deux expéditions finalement militaires qui apportent deux chefs-d'œuvre aux collections d'art grec du Louvre, la Vénus de Milo d'une part et les marbres d'Olympie. À un moment aussi, vous voyez, où on passe d'une archéologie finalement philologique et diplomatique à une archéologie liée aux expéditions militaires françaises dans cette région de la Méditerranée orientale. Alors cette statue est intéressante, elle est conservée à Berlin, elle a une histoire assez complexe, comme vous le voyez déjà son état de conservation, puisque comme beaucoup d'antiquités conservées en Allemagne, elle a été dérestaurée au XXe siècle. Il avait été complété d'une tête, vous voyez, et de ses deux bras. Mais peu importe, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît assez bien l'histoire de cette pièce. Elle aurait été trouvée à Milo en 1827. Je dis bien elle l'aurait, parce que la découverte de la Vénus de Milo en 1820 a provoqué une véritable tension entre les différentes puissances européennes pour découvrir d'autres antiquités de Milo. Et c'est le dossier que nous présentons ici. Donc la France a très rapidement diffusé par le moulage l'image de la Vénus de Milo, et ça a entraîné une espèce de rivalité. À Leyde, par exemple, il y a un certain nombre d'antiquités qui viennent du musée de l'université de Leyde ici. Donc, quelqu'un qui est né à Anvers explore le site dans les années 1825. On pense aussi que certaines œuvres du British Museum proviennent de Milo, vous voyez les Anglais aussi. Et là, il s'agit d'une œuvre qui aurait été trouvée à Milo, à côté de l'endroit où a été trouvée la Vénus de Milo, et qui a un intérêt, c'est qu'elle est signée en grec, ici, par un sculpteur qui s'appelle Antiphanès de Paros. Donc le fait qu'il signe Antiphanès de Paros, c'est bien qu'il donne son origine. C'est une école de sculpture assez facilement datable du 1er siècle avant Jésus-Christ, par la forme des lettres. Voilà. Alors on a pensé que ça pouvait être un Hermès pour deux raisons. D'abord parce que vous le voyez au-delà du tronc d'arbre, il y a en effet un drapé, donc on pense c'est souvent Hermès qui est représenté avec la chlamyde, le vêtement des voyageurs posé à côté, mais aussi parce que les Allemands en ont fait une interprétation très rapidement par rapport à la Vénus de Milo. Vous savez que le contexte de découverte de la Vénus de Milo est assez obscur, puisque les Français, dans différents récits contradictoires, ont parlé d'un endroit où elle avait été trouvée avec une inscription à un gymnasiarque. Et un gymnasiarque, c'est un magistrat chargé du gymnase. Or, le dieu tutélaire du gymnase, qui protège l'éducation des jeunes gens, donc c'est Hermès. Hermès est souvent associé à Héraclès. Donc, très rapidement, les Allemands ont dit que cette œuvre, finalement, provenait de ce gymnase, et que l'Aphrodite, donc, parce qu'il existe une Aphrodite de gymnase, et donc une Aphrodite du gymnase n'est pas du tout donc, ce que pensent les Français, et surtout que cette œuvre date du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le début d'une espèce de rivalité et de conflit sur la datation de la Vénus de Milo. Les Français prétendant donc que c'était une œuvre classique, ils ont commencé par dire le 5e siècle, une œuvre de Phidias ou une œuvre de Praxitèle du 4e siècle, et les Allemands voulant démontrer que c'est une œuvre tardive d'époque hellénistique, à une époque où ces sculptures sont peu appréciées. Alors, comme on le constate simplement par l'exposition d'un moulage de l'université de Montpellier de la Vénus de Milo et
et cet original que peu de monde connaît. Ces sculptures ne sont pas du tout de la même taille, ne sont pas faites pour être vues ensemble, et il n'est pas certain que ce soit une représentation d'Hermès. Mais peu importe, voilà, ça permet aussi de comprendre qu'il a existé plusieurs sculptures dans cet espace qui n'a toujours pas été fouillé, c'est toujours un domaine privé. Et que, bon, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est peut-être qu'on a rassemblé des sculptures qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. On a parlé peut-être d'un four à chaud, voilà, parce qu'avec la Vénus de Milo, je le rappelle, on a trouvé aussi des fragments d'autres statues de pieds, de bras, donc qui n'appartiennent pas à la Vénus de Milo. Certains appartiennent à la Vénus de Milo, mais d'autres n'appartiennent pas à la Vénus de Milo. Donc ça contribue à habiliter l'hypothèse d'un rassemblement fortuit à la fin de l'Antiquité, peut-être de fragments divers. C'est peut-être le cœur de l'exposition, cette troisième section, Athènes, nouvelle capitale. La capitale est choisie en 1834. Pourquoi je dis que c'est le cœur de cette exposition? Parce que c'est le cœur d'un moment de cristallisation. L'État grec est devenu indépendant, reconnu entre 1829 et 1832, mais il faut tout inventer. À commencer par se doter d'une capitale. Alors à l'époque, Athènes c'est une toute petite ville, un village presque. Il n'a pas beaucoup changé depuis la fin du XVIIe siècle. Donc là, on va présenter d'ailleurs toute une série de plans d'architecture et d'élévation de monuments, parce qu'il y a tout à construire. Il y a à construire une ville moderne, donc avec les attributs d'une ville moderne, un parlement, donc des bâtiments, une académie, une université, voilà. Donc il y a tout à faire, à faire dans un petit village ottoman, donc qui se limite au flanc nord de l'acropole. Il y a tout à inventer. Il y a à inventer une imprimerie nationale, à réinventer une langue, parce que la langue était restée la langue de l'Église, et donc il faut inventer une langue quotidienne, une langue savante aussi. Et dans toute cette histoire donc il y a toute une identité à réinventer. Et ce que nous montrons, ce qui est passionnant, c'est que bien entendu les Grecs l'ont fait aussi en regardant des Européens, d'autres Européens, regarder leur propre culture. Et là, il y a un rôle particulier lié à l'Allemagne, ce qui est un peu paradoxal dans une exposition Paris-Athènes, mais il faut reconnaître en effet que, alors qu'à l'origine, les Grecs voulaient se doter d'une république, très rapidement, les trois puissances qui ont contribué à la libération de la Grèce, la Russie, la France et l'Angleterre, s'entendent pour qu'un prince soit nommé roi, et on choisit donc un fils cadet du roi de Bavière, donc Othon Ier, qui devient le premier roi de Grèce de 1832 à 1862. Il a épousé une princesse allemande, la première reine de Grèce s'appelle Amalia. Alors il ne va jamais se convertir à l'orthodoxie, ce prince allemand, puisqu'il est catholique. Il a créé d'ailleurs une cathédrale catholique à Athènes. Bon, finalement, il va être contraint à l'exil en 1862, donc la Grèce n'a pas vraiment pris, mais il faut savoir que ça a été très important pour l'identité culturelle grecque, puisque Othon va tout créer, une société archéologique, une académie, une université, et bien entendu, il va envoyer ces jeunes artistes grecs se former à Munich. Donc Athènes devient une sorte de nouvelle Munich. Et les premiers artistes, Niképhoros Lytras par exemple, ou Nicolaos Gysis, sont envoyés à Munich se former. Alors même si le roi lui-même perd le pouvoir en 1862, dans les années 1870-1880, ces artistes sont les représentants d'une école de Munich. Et aujourd'hui, contrairement à ce que pensent les gens, Athènes est une très très belle ville du 19e siècle qu'il faut visiter pour cela, et à l'échelle en effet de la Munich du 19e siècle. Alors bien entendu, il y a différents clans et différents camps. Il y a un parti favorable au Royaume-Uni, un parti favorable à l'Allemagne, aux royaumes allemands. Il y a un parti favorable à la France, bien entendu. D'abord, d'un point de vue de la langue, puisqu'il faut savoir que la langue des élites grecques du 19e siècle, c'est le français, et l'enseignement du français. Et notamment parce que des Français ont joué un rôle, c'est le cas d'un éditeur français qui s'appelle Firmin Didot. Donc on présente un certain nombre de ses publications. C'est Firmin Didot qui met au point l'imprimerie nationale grecque, les caractères grecs. C'est dans ce contexte des années 1840, en 1846 très précisément, que Louis-Philippe crée l'école française d'Athènes, qui est donc la plus ancienne école étrangère installée en Grèce et la plus ancienne école française créée dans le monde. Avec à l'origine un objectif assez clair qui est la diffusion et le rayonnement du français, déjà la francophonie, puisqu'on y envoie des jeunes agrégés de l'enseignement français, essentiellement pour se frotter à la culture grecque ancienne, mais aussi pour enseigner le français et pouvoir diplômer de jeunes grecs en langue française. Très rapidement, cette école
l'école française d'Athènes, avec l'évolution aussi de la discipline, va se transformer en école d'archéologie, ce qui n'était pas le cas au début. Et on présente ici des documents d'archives exceptionnels et des objets, puisque nous arrivons finalement à la troisième section de l'exposition. Dans les années 1870 commence le temps des grandes fouilles. Et l'école française d'Athènes a joué un rôle que nous montrons ici grâce à des prêts exceptionnels de l'école. La première fouille systématique de l'école a lieu en 1870 à Santorin, donc Santorin c'est la plus méridionale des Cyclades, et Émile Burnouf, donc ce jeune membre de l'école française d'Athènes, révèle une civilisation complètement inconnue, donc détruite. L'île de Santorin a été détruite par un énorme tsunami, tremblement de terre, au milieu du deuxième millénaire, dans les années 1500 avant Jésus-Christ, donc on ne savait rien de cette culture avant ces fouilles. Et vous voyez que l'archéologie n'est pas simplement une science auxiliaire de l'histoire, elle révèle des pans entiers de l'histoire grecque qui était juste là, limitée à ce que les textes antiques nous disent du premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, donc là on présente de ces objets, de cette civilisation disparue au milieu du deuxième millénaire, et Émile Burnouf commence à comprendre la stratigraphie, c'est-à-dire que les couches se sont superposées. Oui, donc et là on présente un dessin assez exceptionnel d'une première coupe stratigraphique faite à Santorin par Émile Burnouf. Alors ce temps des fouilles, hein, c'est donc la quatrième section donc, de l'exposition, avec un accent, puisque l'exposition s'appelle Paris-Athènes, sur l'apport des Français, bien entendu, à ces fouilles. Il faut savoir que le gouvernement grec, dès 1837, se dote d'une société archéologique, avec la protection du patrimoine. Donc très tôt, la Grèce a protégé son patrimoine avec l'interdiction d'exportation des antiquités, et en se réservant bien entendu certains sites, dont l'Acropole, hein, qui devient la fouille emblématique donc, du gouvernement grec tout au long du XIXe siècle, de manière très symbolique. On ne peut pas comprendre l'attachement, donc encore aujourd'hui, au marbre du Parthénon et à l'ensemble des Grecs, si on ne comprend pas que c'est l'acte fondateur de la reconnaissance et de la redécouverte de son patrimoine par ce jeune État dès les années 1830. Alors la France a contribué à deux fouilles particulièrement importantes, on aurait pu en citer beaucoup d'autres, que sont Délos et Delphes dans les années 1870. Donc c'est finalement ce que nous exposons aussi dans cette section, un troisième temps de l'archéologie, après l'archéologie diplomatique de la fin du XVIIIe siècle, après l'archéologie liée aux expéditions militaires du début du XIXe siècle. Voilà le temps arrivé de l'archéologie scientifique, avec une discipline, avec une méthode scientifique, notamment le recours systématique à la photographie, au relevé, au moulage, puisque justement les objets ne quittent plus le sol grec. Et donc Théophile Homol, qui a été directeur de l'école française d'Athènes, a engagé deux fouilles importantes, celle de Délos en 1873 et à partir de 1892 la grande fouille de Delphes qui a duré 10 ans. Alors il faut imaginer qu'entre 1870 et 1900-1910, notre connaissance du monde grec antique est complètement bouleversée. Alors on en a voulu donner comme un avant-goût en présentant ce que vous avez derrière moi, c'est-à-dire l'exposition qui a eu lieu au Palais de l'Industrie à Paris en 1862. Donc on avait chargé M. Ravesson-Molien, qui était inspecteur à l'instruction publique, de collecter des moulages donc, de ce qu'on croyait être la sculpture grecque pour le renouvellement des écoles de dessin. Donc c'est exposé à Paris en 1862, donc vous voyez, on est déjà très tard dans le 19e siècle, et Ravesson-Molien a essayé de collecter ce qu'on croyait être la sculpture grecque. Alors à l'époque, la seule sculpture grecque vraiment connue en Europe, donc c'est un kouros qui provient de la région de Corinthe et qui était exposé au musée de Munich, donc dont il obtient le moulage. Et sinon, bon, il fait ce qu'il peut, il rassemble des choses, et aujourd'hui nous savons que ces œuvres ne sont pas grecques, elles sont essentiellement des pastiches d'époque romaine d'œuvres grecques. Mais ce qui est très important aussi pour l'histoire du goût, c'est de comprendre qu'en 1862, on ne sait presque rien de la sculpture grecque, mais c'est surtout que pour la première fois, on va présenter des moulages d'œuvres dérestaurées, c'est-à-dire où on retire les têtes, les bras, les jambes qui avaient été ajoutées au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle selon donc, le goût donc, de l'époque moderne. Et donc on ne peut pas comprendre Rodin ou Brancusi ou Bourdelle si on ne comprend pas qu'ils ont vu ces moulages donc en 62 et qu'on commence à s'habituer à voir des fragments. Alors cette photographie de la connaissance de l'archéologie en 1862 à Paris nous permet de mieux comprendre l'apport de ces fouilles. C'est peut-être la salle la plus spectaculaire de l'exposition. Je dis ça parce que j'ai moi-même fouillé à Délos et à Delphes et que
Bien entendu, c'est lié à mon expérience personnelle, mais nous avons en effet là réussi non seulement à montrer des originaux qui viennent du musée archéologique de Délos et du musée archéologique de Delphes, mais aussi à rassembler toute la documentation donc réunie par les archéologues français à la fin du XIXe siècle. Donc ce sont des prêts très très exceptionnels donc, du ministère de la culture grecque. Alors à Délos, qu'est-ce qu'on révèle? Cette île a été abandonnée donc à la fin de l'Antiquité, donc les archéologues français découvrent une ville avec des maisons parfois sur 3 étages conservées, avec des mosaïques au sol, des peintures. Donc voilà, c'est un vrai bouleversement parce que autant depuis le XVIIIe siècle on connaissait avec Pompéi et Herculanum ce que pouvait être une petite ville à l'époque romaine, autant on ignorait tout de l'habitat du monde grec. Et là donc est exposée pour la première fois une de ces mosaïques, Dionysos à la panthère. Donc, et on présente aussi le matériel réuni par les archéologues français. Et pour Delphes, on a rassemblé grâce à une exposition aussi en échange, donc à Delphes en ce moment a lieu une exposition de 28 œuvres du musée du Louvre sous la lumière d'Apollon qui montre le thème apollinien dans les collections du Louvre en peinture, en sculpture. Et grâce à cela, donc, le musée archéologique de Delphes s'est séparé de chefs-d'œuvre, sans doute le plus beau vase grec conservé au monde, qui est une coupe à fond blanc représentant Apollon lui-même, donc en train de faire une offrande de liquide, une libation, et puis une sélection de bronze qui montre l'apport de cette fouille, c'est-à-dire la connaissance notamment de l'archaïsme et le renouvellement complet de la connaissance du classicisme grec, puisque c'est à Delphes pour la première fois qu'on explore un sanctuaire complètement. Il faut imaginer, c'était une aventure humaine incroyable, donc en 10 ans, il y avait un petit village qui s'était installé, donc on a démonté le village, on a acheté les maisons, donc le Parlement français a voté des crédits exceptionnels, donc ce sont des ingénieurs français spécialistes du rail, donc de l'exploration minière qui ont installé un réseau de Decauville pour dégager les déblais. On a systématiquement photographié, par exemple il y avait une petite église donc d'un monastère installé au XVIIIe siècle sur le site du gymnase antique, on l'a photographié, démonté, prélevé les fresques qui sont aujourd'hui au musée byzantin d'Athènes, donc on présente cela. Donc c'est aussi une première sensibilité, vous voyez, parce que l'archéologie c'est destructeur. Ce que vous fouillez n'existe plus, puisque vous l'enlevez. Donc, et là, pour la première fois, on a sauvé, en quelque sorte, donc les fresques de cette église qui sont tout de même conservées. Et puis, donc, les Français ont été tellement fiers de cette grande aventure. On est aussi dans un contexte de rivalité franco-allemande. Les Allemands ont repris les fouilles d'Olympique, qui étaient pourtant, je voulais rappeler, donc une fouille française à l'origine, donc en 1828. Et donc là, dans ce contexte exacerbé par la guerre franco-prussienne de 1870, voilà, donc les Français veulent prouver leur rapport à cette archéologie grecque. Et à l'exposition universelle de 1900, ils rassemblent des documents exceptionnels. Donc ils ont obtenu en moulage l'ensemble des sculptures de Delphes. Et là, on en présente plusieurs exemplaires. C'est très spectaculaire. Mais il faut savoir que le voyage en Grèce est encore très rare. Et c'est ainsi que le public, mais aussi les savants ont connu ces découvertes. Le sphinx des Naxiens, la colonne des danseuses, mais aussi la sculpture archaïque grecque a d'abord été connue par ces moulages, et au point d'ailleurs que dans les premiers ouvrages, c'est ces moulages qu'on prend en photo. Et ce pavillon donc, de l'archéologie grecque à l'exposition universelle de Paris en 1900 a un tel succès donc finalement tous ces moulages sont présentés au Louvre de 1901 à 1934. Et c'est là que Rodin les a vus. Vous entendez du Debussy. Debussy a vu la colonne des danseuses et a composé ce prélude que vous entendez à propos des danseuses de Delphes. Il n'a jamais vu les vraies danseuses, il a vu ce moulage. C'est là que Mario Fortuny, donc un designer, donc renouvelle la mode donc, en inventant une robe qui s'appelle Delphos, en voyant le moulage de l'origine de Delphes, une robe qui veut libérer le corps de la femme, une robe de soirée que Sarah Bernard ou Isadora Duncan portent. C'est là qu'Isadora Duncan donc, découvre la colonne des danseuses et s'en inspire pour ses chorégraphies. Voilà, donc, il y a une partie donc, vous voyez, de l'art nouveau et de renouvellement de l'art européen qui est passé par ce pavillon donc, de l'archéologie en 1900. Alors, du musée archéologique de Delphes sont venus un certain nombre d'objets exceptionnels qui sortent pour la première fois de Grèce. C'est le cas de cette coupe qu'on dit à fond blanc. Alors cette technique en fait est très particulière et très rarement conservée. Il s'agit en effet d'un objet qui à l'origine était un objet qui sert à boire et à boire du vin, mais ce type d'objet ne servait plus à boire du vin puisque vous voyez que le décor est très fragile. C'est un décor blanc qui n'était pas cuit pour obtenir ce blanc, avec des couleurs assez limitées, donc des bruns rouges, voilà, mais qui n'étaient pas cuits, donc très très fragiles. Donc
on ne peut pas les toucher avec les mains. Donc généralement, ça devait être des objets d'exception, et celui-ci a été trouvé dans une tombe. Pour la première fois d'ailleurs, on présente le matériel avec lequel il a été trouvé. Il semble en effet, donc comme vous le savez, dans les nécropoles antiques se trouvaient à l'extérieur des villes, donc à Delphes. Donc le sanctuaire était bordé par les quartiers d'habitation de la ville, de la cité de Delphes, et à l'extérieur, à l'est et à l'ouest, les archéologues ont trouvé des nécropoles. Donc à l'ouest, dans une nécropole, on a retrouvé dans une chambre des objets qui avaient été rassemblés de plusieurs périodes. Donc c'est un rite connu dans l'Antiquité grecque, comme d'ailleurs dans d'autres civilisations. Au bout d'un moment, on nettoie et on range les tombes et on récupère le matériel et on rassemble le matériel. Puisque cette coupe doit dater des années 480-470 avant Jésus-Christ, donc du début du 5e siècle, alors que ce vase et cette statuette qui ont été trouvés avec sont d'époque hellénistique, vraisemblablement du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on avait bien rassemblé le matériel de plusieurs tombes d'époques différentes. Pour autant, donc, c'est cette conservation dans un caveau qui nous a permis cet état assez exceptionnel, puisque bien entendu la majorité des objets, des vases grecs en terre cuite ont été trouvés en fragments. Donc en fouille archéologique à proprement parler, on ne trouve que des fragments d'objets. Ce n'est que dans un contexte funéraire qu'on trouve des vases en entier. La collection de vases grecs, par exemple, du musée du Louvre, plus de 10 000 objets, la plus grande collection de vases grecs au monde, elle provient essentiellement d'Italie, puisque les princes étrusques ont à ce point aimé la céramique grecque qu'ils en ont acheté des centaines et des centaines de milliers. Mais il faut se souvenir que ces vases ne sont conservés en entier que parce qu'ils ont été trouvés dans des tombes. Alors cet objet il est exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce que, je l'ai dit, cette technique est très exceptionnelle, et ensuite parce que faudra s'approcher. Bien entendu, le cadre est très contraint. On parle improprement de peinture, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de peinture, il s'agit de réactions chimiques d'oxyde métallique. Les bruns et les bruns rouges sont obtenus en effet en introduisant ou non de l'oxygène et du gaz carbonique. Donc voilà, c'est une réaction chimique qu'il fallait maîtriser avec des temps de cuisson, et les blancs en revanche ne doivent pas être cuits pour que justement donc ça reste blanc. Donc au-delà donc de cette contrainte technique, l'autre contrainte technique c'est bien entendu le cadre, c'est-à-dire que au fond il y a un cercle. Et là, vous voyez que l'artiste joue avec ce cadre, puisqu'il représente Apollon assis, mais assis, donc il a mis une ligne de sol avec une petite moulure, mais le pied d'Apollon sort de ce cadre, comme la queue de la corneille, qui est un des attributs d'Apollon, sort de ce cadre. Donc ça permet à la fois d'animer ce cadre et par ce dépassement des limites. De la même manière, vous constatez d'ailleurs que le rond, on peut parler de tondo pour utiliser le vocabulaire de la peinture italienne, n'est pas complètement aligné avec les anses. C'est-à-dire que visiblement, donc, quand on tenait l'objet, on devait jouer aussi avec... il faut imaginer, ce sont des œuvres à tenir entre les mains. Et par ailleurs, cette peinture, puisque même si ce n'est pas de la peinture techniquement, ça nous révèle un art pratiquement complètement disparu. Il a existé une peinture de chevalet sur bois dans la Grèce antique, qui en raison du climat a complètement disparu. Mais on voit la qualité de ce travail avec un visage de profil et un œil de profil. Donc on voit qu'au début du 5e siècle, les conventions de l'art archaïque ont été dépassées. Une très grande sensibilité dans la représentation aussi, de finesse de la chevelure. Il faut voir à la fois les mèches de représenter. Donc, et une délicatesse aussi dans le trait, une espèce de virtuosité du trait. On le voit dans le profil de la main par exemple, ou du bras, ou les profils aussi du siège. Enfin, je pense que c'est un des plus beaux vases grecs jamais découverts. Et c'est une découverte grecque, puisque c'est la directrice des Antiquités de Delphes, qui, faisant des fouilles dans la nécropole de l'Ouest, donc dans les années 1960, a révélé cet objet. Donc on a voulu, dans un ensemble d'objets découverts par les Français pendant la Grande Fouille en 1892-1903, ajouter des objets qui montrent aussi que les fouilles se poursuivent et que les archéologues grecs, bien entendu, ont toute leur part dans cette redécouverte de ce patrimoine.
À l'occasion de cette section consacrée aux grandes fouilles des années 1870 et du début du XXe siècle, il a été possible justement de faire un point sur cette question de la polychromie. À dire vrai, c'est peut-être un faux problème parce que dès le XVIIIe siècle, des archéologues britanniques comme Stuart et Revett révèlent au monde entier, donc au XVIIIe siècle, que les bâtiments, et notamment l'architecture grecque, étaient peintes. Mais il est vrai qu'au XVIe ou XVIIe siècle, parce qu'à Rome, on avait découvert des copies romaines, donc c'est une autre chose, des copies romaines des sculptures grecques, on les avait blanchies. Mais on les avait blanchies parce qu'elles étaient recouvertes de concrétion. Donc je dirais que l'œil européen s'était habitué au XVIe, XVIIe et au XVIIIe siècle, et ça a été un peu sacralisé par Winkelmann, le théoricien de l'art antique au XVIIIe siècle. On avait théorisé une espèce de graisse blanche, voilà. Et c'est vrai aussi que l'usage du moulage au XIXe siècle a contribué par ce matériau qui est blanc, naturellement blanc, donc à diffuser cette fausse idée donc que l'architecture et la sculpture grecque étaient blanches. Ce sont en effet les fouilles du XIXe siècle qui révèlent avec une ampleur déterminante donc cette polychromie. Les fouilles de Delphes par exemple, donc, et on présente ici le travail d'artistes suisses, donc les Gilliérion, Émile Gilliérion, père et fils, s'appelaient tous les deux Émile, qui ont travaillé aux côtés des archéologues grecs et étrangers travaillant en Grèce. Ils assistent en direct aux découvertes archéologiques, notamment donc, de Cavadias sur l'Acropole, qui révèlent les chorés, l'architecture peinte. Et là, grâce, alors le dernier descendant Gilliérion, qui est toujours un monsieur Gilliérion qui vit à Athènes, a donné son fonds d'archives, vient de donner son fonds d'archives à l'école française d'Athènes. Et donc là, pour la première fois, donc, on peut présenter ce fonds d'archives, et notamment, donc, il y a le relevé en direct, si j'ose m'exprimer ainsi, donc, de cette sculpture architecturale grecque avec des relevés très très précis de cette couleur. Aujourd'hui, ces couleurs se sont affadies avec l'exposition à la lumière, mais là, vous avez des bleus, des rouges, des jaunes, et il le faisait aussi, et nous ne le savions pas avant cette donation, sous la forme de peinture, mais également de moulage peint. Et ces Gilliérions sont assez connus, même si vous croyez ne pas les connaître, parce que c'est eux qui travaillent avec Evans à Knossos, c'est eux donc qui restaurent et qui complètent les fresques de Knossos. Alors aujourd'hui, il est de bon ton de les critiquer en disant que tout ça était imaginaire, mais il faut imaginer en effet que justement, grâce à leur imagination, donc Knossos est sorti et maintenant peuple l'imaginaire des Européens. Et puis c'est eux aussi qui diffusent par la galvanoplastie donc, les découvertes de Schliemann, donc aussi bien à Troyes d'ailleurs qu'à Mycène, et est exposée par exemple ici la collection, donc ils vendaient un kit mycénien, donc, et ils obtiennent d'ailleurs le premier prix d'orfèvrerie à l'exposition universelle de 1900, encore l'exposition universelle de 1900 qui a été le lieu vous voyez, de la démonstration de tous ces savoirs archéologiques. Alors ces Gilliérions sont aussi très intéressants parce que Émile Gilliérion était professeur de dessin des enfants du couple royal, et donc il a accès comme cela donc, à certaines commandes publiques. Donc ce sont d'abord des dessinateurs archéologiques qui relèvent les dessins et la couleur des documents pour les publications archéologiques, mais ils ont aussi contribué à l'élaboration du drapeau grec, mais aussi donc ils ont dessiné des billets de banque, des timbres, et nous le révélons dans cette exposition, en 1896, pour les premiers Jeux Olympiques d'Athènes, on fait appel aux Gilliérions pour élaborer, non pas ce qui était une affiche, parce qu'il n'y avait pas encore d'affiche, mais le programme des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes en 1896. Et alors cette aventure de la polychromie, elle se poursuit aussi, elle se prolonge par le travail sur l'architecture. La polychromie devient l'obsession de l'architecture et de la sculpture de la deuxième moitié du XIXe siècle, et notamment on présente ici les envois à l'école des Beaux-Arts, donc les prix de Rome, les architectes français étaient envoyés en Italie et en Grèce avec comme exercice le besoin de restituer donc un monument antique. Alors c'est des choses qui sont très connues, qu'on n'a pas vues depuis une célèbre exposition qui avait eu lieu à l'école des Beaux-Arts en 1982, Paris, Rome, Athènes. Donc je pense que le visiteur va être très surpris par la qualité, l'ampleur de ce fonds conservé à l'école des Beaux-Arts, donc de reconstitution plus ou moins fantaisiste de bâtiments grecs avec justement ce goût pour la polychromie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, ces architectes, ce sont des architectes contemporains. Ils ont ensuite créé, et ils sont obsédés justement par la question de la couleur, et de la même manière, les sculpteurs contemporains, ceux des années 1860-1870, donc commencent à être intéressés par la question de la couleur. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que c'est pas, ce qui est intéressant avec l'art grec, et notamment avec les découvertes archéologiques, c'est que constamment, ils viennent alimenter donc, le regard que les Européens posent sur leur propre art, et renouveler chaque génération, finalement, d'artistes européens à puiser dans une autre Grèce.
Là, vous voyez, donc dans les années 1870-1880, on commence à s'intéresser à l'archaïsme, aux civilisations antérieures au premier millénaire. Alors c'est une question très complexe et qui est au cœur aussi de l'exposition et que nous montrons dans la dernière section consacrée aux artistes grecs à Paris. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de manière très emblématique de montrer le pavillon de la Grèce à l'exposition universelle de 1889, qui est un bâtiment néoclassique avec une sculpture de Drossis. Donc on voit que encore en 1889, la référence c'est l'Antiquité. Et donc Drossis, par exemple, Léonidas Drossis, qui est un des plus grands sculpteurs grecs, il veut imiter le style de Phidias, qu'on croit savoir de Phidias, notamment donc son Athéna Promachos prête au combat qui était érigée sur l'acropole d'Athènes. Donc on voit que c'est ça la référence. Et les artistes académiques qui sont envoyés, donc c'est le cas de Niképhoros Lytras ou de Nicolaos Gysis, ils sont pleins de références finalement à cette antiquité. On présente ici par exemple un tableau de Niképhoros Lytras représentant Antigone et Polynice. Et pour autant, donc, on présente aussi le pavillon de la Grèce à l'exposition universelle de 1900. Et là, c'est une église byzantine, ou plus exactement, c'est une fausse église byzantine, parce que c'était un pavillon. Dans ces pavillons, on vendait de l'huile, des olives, donc on pouvait acheter des actions, du vin. Enfin, vous voyez, donc c'est une espèce de, c'est une exposition universelle. Hein. Les artistes n'étaient pas présentés dans ces pavillons, mais c'est chaque nation présentait comme ça un pavillon. Et c'est symptomatique qu'en 1900, ce soit une église, c'est la forme d'une église byzantine. Alors c'est lié à un contexte très particulier, et ça permet de répondre à cette question, mais quelle est la relation à l'art byzantin? Franchement, au début, aucune relation. Au début du 19e siècle notamment, ce passé byzantin est peu connu, voire nié, et un bon nombre d'églises byzantines dans les travaux d'urbanisme du 19e siècle ont disparu. Donc un peu comme à Paris, beaucoup d'églises médiévales avec les travaux d'Haussmann ont disparu. Et ce n'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle que finalement une sensibilité nouvelle apparaît pour l'art byzantin. Alors de quelle manière? D'abord pour des raisons politique et idéologique, hein. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Grèce, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'État grec tente d'étendre son territoire, donc c'est un certain nombre de guerres. Les îles Ioniennes deviennent grecques en 1864, puis la Thessalie en 1881, puis donc une guerre en 1897 avec l'Empire ottoman très violente, et ensuite les guerres balkaniques de 1912-1913 font que la Grèce, l'État grec moderne, s'étend en Thrace et en Macédoine, avec l'idée et le rêve grec que Constantinople redevienne la capitale de la Grèce. Et donc vous voyez, c'est dans ce contexte d'affrontement avec l'Empire ottoman que de plus en plus, politiquement, l'identité orthodoxe est affirmée. Et il n'est pas innocent, par exemple, que la deuxième dynastie, après l'échec finalement d'Othon et d'Amalia, les Grecs choisissent un prince du Danemark qui épouse une princesse russe, la deuxième reine de Grèce, qui s'appelle Olga, qui elle est orthodoxe. Et donc les enfants royaux sont élevés dans l'orthodoxie. Donc on voit bien que dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'identité culturelle byzantine se juxtapose à l'identité culturelle antique. Les Grecs modernes se conçoivent à la fois comme les héritiers de la Grèce antique et comme les héritiers de l'Empire byzantin. Alors ça se voit un peu dans la production artistique. On le voit avec notamment un peintre qui s'appelle Théodoros Rallis, qui est un peintre grec que nous exposons ici, qui a été élève de Jérôme, donc a fait sa formation à Paris. Donc c'est intéressant aussi de voir le basculement de l'école de Munich à l'école de Paris. Hein. Les artistes des années 1860-1870 ont été formés à Munich. Les artistes des années 1900 ont été formés à Paris. C'est le cas de Rizzo, qui est l'élève de Cabanel, ou de Rallis, qui est l'élève de Jérôme. Et là, on expose un tableau de 1906 qui s'appelle le Butin, et qui présente, en faisant une référence d'ailleurs à la Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, qui présente une femme bafouée dans une église pillée. Donc un tableau qu'on pourrait presque qualifier de propagande, hein, anti-ottomane, montrant toujours la Grèce sous la forme d'allégorie, hein, de l'église vandalisée et de la femme violée, dans un contexte byzantin. Donc voilà, les élèves de Jérôme ont le goût des accessoires réalistes. Donc là, c'est un costume très particulier de la ville de Mégare qui a été choisi, qu'on expose d'ailleurs à côté. Voilà. Mais donc, ça veut dire que, vous voyez, pour des raisons politiques et pour des raisons de sensibilité, le monde byzantin devient partie intégrante de l'identité culturelle grecque. Alors il y a un autre artiste qu'on présente également, qui est assez caractéristique de ce néo-byzantinisme de l'art grec moderne et contemporain, c'est Kontoglou,
qui traverse même une crise mystique, hein, donc, qui va sur le mont Athos et qui veut renouveler la peinture grecque par la connaissance de la peinture byzantine. Et on présente ici une œuvre de la galerie municipale d'Athènes qui montre justement cette espèce de néo-archaïsme byzantin, donc, qui a existé donc, dans les années 1910-1920 et jusque dans les années 1930. C'est la raison pour laquelle on a voulu aussi montrer ici l'apport des Français à la discipline qui est en train de naître byzantine. Alors, ça paraît curieux, hein. Et de la même manière qu'on a vu progressivement naître la discipline archéologique de l'archéologie classique, hein, comme discipline scientifique, ben finalement, avant la fin du XIXe siècle, l'art byzantin n'est pas étudié en tant que tel. Le mot même byzantin est à l'origine péjoratif. C'est un mot déployé au XVIIIe siècle pour parler, donc, vous voyez, de l'Antiquité tardive, de ce royaume dégénéré qui était, pour l'opinion de l'époque, la Grèce byzantine. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le mot byzantin, bien entendu, lui-même est ancien, puisque Byzance, c'est le nom d'une cité donc grecque de l'Antiquité. Mais pour autant, donc, je vous rappelle qu'elle s'appelait Constantinople, donc la ville de Constantin, elle ne s'appelait pas Byzance, et que les Turcs, qui continuent à l'appeler Constantinople, l'ont ensuite appelé Istanbul, qui est sans doute la déformation d'un mot grec, mais peu importe. Donc, mais il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'était péjoratif, et au XIXe siècle, donc, il n'y a pas d'enseignement de l'art byzantin, la notion n'existe même pas, on parle d'Antiquité tardive. Et donc là, on montre comment progressivement, justement, au cours du XIXe siècle, en raison aussi d'une meilleure connaissance en Grèce même de ce patrimoine, donc va naître une discipline nouvelle qui est l'étude de l'art byzantin, donc qui se distingue donc de la connaissance de l'Antiquité tardive. Alors là encore, l'école française d'Athènes a joué un rôle, hein. Gabriel Millet, un membre de l'école française d'Athènes à la fin du XIXe siècle, a lancé une véritable exploration et étude des églises de Mystra, des églises de Daphnie, ce qui vaut à la France, à l'école pratique des hautes études, de posséder un fonds documentaire d'une très grande importance sur le patrimoine byzantin. Ce qui vaut à la France justement de fonder une école de byzantinistes, donc qui perdure aujourd'hui, hein. Parmi les meilleurs byzantinistes du monde sont français, en raison donc justement de cet ancrage scientifique. Et c'est l'occasion de montrer justement que c'est le moment où le musée du Louvre fait rentrer des objets byzantins. Donc c'est notamment le cas d'un reliquaire de la Vraie Croix, hein, donc qui est acheté par le Louvre à ce moment-là, où on commence à reconnaître la valeur de cet art byzantin. Alors surtout pour l'orfèvrerie, d'ailleurs pas trop pour la peinture, puisque c'est le moment où, au contraire, donc on décide de conserver au Louvre comme archéologie de la peinture les primitifs italiens, mais où on dépose un peu partout en France ce qu'on croit être de la peinture byzantine. Et là, on a fait revenir des œuvres qui ont été déposées en région, donc qui appartiennent aujourd'hui au musée de Tournus, ou plus exactement à la cathédrale de Tournus, ou au musée de Montauban, qui ont été envoyées à la fin du XIXe siècle, parce qu'on voulait présenter l'orfèvrerie byzantine, mais pas encore la peinture byzantine, où c'est le cas du célèbre suaire de Charlemagne, donc du musée de Cluny, qui est envoyé à Cluny en 1895, parce qu'on reconnaît enfin, puisqu'on crée un musée du Moyen-Âge, on reconnaît que ce n'est pas un objet antique, mais que c'est un objet médiéval. Donc, voilà. Donc au moment aussi où on prépare de nouvelles salles d'art byzantin au musée du Louvre, c'est intéressant de faire l'histoire de cette notion, hein. L'art byzantin était absent, était dispersé au Louvre, en raison même, hein, donc de la naissance tardive de cette discipline à la fin du XIXe siècle. Cet artiste, Niképhoros Lytras, il a aussi une histoire personnelle qui explique peut-être l'engouement du public grec actuel pour sa personnalité, parce qu'il est né sur l'île de Tinos, hein, donc la plus septentrionale des Cyclades, une île battue par les vents, où sont nés beaucoup d'artistes, notamment des sculpteurs, parce qu'il y a des marbres et il y a encore une école de sculpture à Tinos. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'il est dans une famille quasi illettrée, donc très très pauvre, et il est finalement, par sa trajectoire personnelle même, un des enfants de cette révolution et de cette naissance d'une nouvelle génération, puisqu'il a été formé à Munich, donc il obtient grâce à Othon Ier donc, une bourse, et il accomplit sa formation académique à Munich, et il revient donc en Grèce, où il va enseigner donc, à l'Académie des Beaux-Arts d'Athènes, et il va être un des grands maîtres, si ce n'est le grand maître de la peinture athénienne, de la peinture grecque moderne. Donc il faut imaginer le changement de génération, hein,
donc en bouleversement de la société grecque, là, en à peine 20-30 ans. Ils sont passés donc d'une société un peu archaïque, pauvre, à une forme donc de développement lié à leur introduction dans le monde européen moderne. Donc je pense que par sa trajectoire même, ce Niképhoros Lytras parle beaucoup aux Grecs, hein, donc, et aux Grecs contemporains. Il a aussi, parce qu'il a aussi un fils, Nikolaos Lytras, donc, qui a été un des peintres de l'avant-garde du début du XXe siècle, donc une vraie dynastie d'artistes. Ensuite, parce qu'à Munich, il a appris un art de la peinture, mais complètement occidental, donc c'est pas un peintre qui vient de la peinture d'icône. Hein. Et on oublie que la Munich des années 60-70 avait été marquée par le voyage de Courbet, et qui fait que ces artistes sont des représentants d'une forme de réalisme dans la peinture académique de ce temps, et c'est bien entendu aujourd'hui une peinture qui parle beaucoup à la sensibilité contemporaine. Donc il faut savoir que dans cette société grecque, Lytras peint essentiellement pour des grandes familles, mais qu'on peut qualifier de peinture bourgeoise, c'est-à-dire par les formats. Hein, il n'y a pas de très très grand format de peinture d'histoire, la peinture d'histoire est assez rare, c'est plutôt une école qui développe la peinture de genre. C'est intéressant parce que cette peinture de la deuxième moitié du XIXe siècle, elle est d'abord marquée aussi par la redécouverte de la peinture hollandaise du XIXe siècle. On le voit dans la gamme chromatique, hein, donc c'est essentiellement des tableaux monochromes marron, beige, très peu de rouge. C'est d'abord un peintre des blancs, incroyable. Je pense que aussi cette monochromie, cette utilisation très subtile de couleurs peu variées parle aussi à notre sensibilité, hein, donc notamment ces blancs. Alors vous le voyez ici avec cette tache de blanc ici à laquelle répond donc les lys et l'infinité variété des blancs et des blancs cassés, notamment avec ces gousses d'ail en haut. Et cette peinture de genre avec les codes de la peinture de genre qu'on retrouve empruntés à la peinture hollandaise. Vous voyez par exemple la mule ici, hein, qui est le symbole de l'amour. Je vous rappelle en effet qu'enlever ses chaussures, c'est rentrer dans la sphère privée. Alors ce tableau, il est aussi très très célèbre parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il en existe deux versions. Alors ici, on n'en présente qu'une version, mais il y a une autre version qui est conservée aussi à la Pinacothèque, qui montre, donc là ça s'appelle le baiser, mais il y a une autre version donc, où on voit la jeune femme attendre à la fenêtre, parce qu'en fait elle est en extérieur, on le voit parce que vous voyez il y a un carré de ciel bleu ici en haut du tableau à gauche, un des rares endroits où il y a un peu de couleur avec des petites fleurs ici, et dans une autre version elle attend son amoureux, et ici donc il a réussi à échapper à la surveillance de sa famille, donc, et elle se penche pour l'embrasser. Donc vous voyez, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un tableau aussi qui raconte une histoire. Donc voilà sans doute les clés de ce succès. Après, voilà, on voit dans la même génération, vous voyez, Manet explore la même gamme chromatique avec la même influence de la peinture hollandaise ou espagnole. Donc en effet, une des œuvres les plus célèbres de la Pinacothèque d'Athènes. C'est l'occasion de dire que cette Pinacothèque est le seul endroit au monde où on peut voir tous ces artistes grecs réunis, et c'est l'occasion d'aller à Athènes, de retourner à Athènes, pas seulement pour voir l'Antiquité, mais pour découvrir ces artistes modernes. Notre connaissance de la Grèce reste très superficielle, parce que finalement, à chaque fois, on renvoie les Grecs ou on assigne les Grecs à être les héritiers de l'Antiquité. Mais la Grèce actuelle, c'est beaucoup plus que ça. Et moi, mon expérience, c'est que, en tant que chercheur en Grèce, j'ai fouillé à Delphes, à Délos, j'ai travaillé je suis spécialiste de sculpture grecque. Finalement, j'ai découvert une autre culture. D'abord, c'est une culture byzantine, très très présente dans l'identité grecque. Et nous qui sommes souvent des laïcs, pour ne pas dire des laïcards, on ne comprend pas très bien cette importance de la religion orthodoxe dans l'identité culturelle grecque. Et puis cette importance aussi de cette histoire moderne, de cette histoire du XIXe siècle. La guerre d'indépendance, elle est très vivante dans le cœur des Grecs. Et bien entendu de ces artistes qui ont voulu d'abord être des Européens.
et qui ont montré et qui ont voulu démontrer, et c'est l'intérêt de cette exposition aussi, qu'ils appartiennent pleinement à la culture européenne. Voilà. Et je constate que ces artistes, qui sont de très beaux artistes, hein, vous allez voir, je pense que Gysis ou Litras, voilà, ce sont vraiment de très très beaux artistes. Alors il n'y en a pas un seul dans les collections publiques françaises, il n'y en a pas conservé en dehors de la Grèce ou de Chypre, donc je pense que c'est aussi de leur rendre hommage. Je crois que les Français aiment profondément la Grèce, mais finalement, est-ce qu'ils connaissent vraiment celle qu'ils aiment? Pas vraiment. Donc voilà, donc l'idée de cette exposition, c'est de faire découvrir des artistes, c'est que les gens voient d'abord des belles œuvres, hein, on vient pas entendre des leçons dans une exposition, on vient voir des œuvres d'abord, mais aussi peut-être qu'ils connaissent mieux ce pays qu'ils aiment intuitivement, mais qui est bien plus que l'héritage de l'Antiquité. Et c'est un spécialiste de l'Antiquité qui vous parle.